Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un plaisir. Aujourd'hui, je veux vous présenter une femme que j'ai toujours admirée, parce qu'on se connaît de longue date. C'est une femme spéciale. Ça, c'est mon appréciation. Et parce que l'avenir de notre jeunesse m'intéresse, j'ai beaucoup parlé de filles. Et cette dame que j'ai rencontrée par hasard, je l'ai invitée afin qu'elle puisse venir parler à nos filles. Elle, c'est une femme, vous, vous êtes des filles. Je vous recommande de suivre ces paroles, de les boire comme de petits laits. Madame Agnès Loté Tadimanja, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Nous allons, au cours de cette émission, vous pousser à raconter votre propre vie parce que c'est une vie exemplaire. Même au-delà de l'exemplaire d'ailleurs. Vous terminez vos études primaires, vous allez à l'école secondaire, vous arrivez en 3e année, vous vous mariez, et puis vous décidez, après avoir eu un ou deux enfants, de retourner à l'école. À notre époque, d'abord, ce n'était pas possible. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez, j'avais comme père spirituel, père de démons, que beaucoup d'anciens de Lubumbashi connaissent, un père jésuite. Et chaque fois, j'allais me confier à lui quand ça n'allait pas. Et il m'a dit un jour, écoute ma fille, pleurer c'est bon, rentre à l'école. Tu es une fille intelligente, rentre à l'école. Ton diplôme va compter beaucoup sur toi, pour toi. Père de démon est allé parler à sœur Priscilla. Tous les deux sont morts aujourd'hui, paix à leurs âmes. Et sœur Priscilla a accepté de me reprendre comme élève à Marie-Josée. C'est comme ça que je suis rentrée à Marie-Josée, mariée, m'habilla toujours avec mes pagnes et ma blouse blanche avec les signes de Marie-Josée. En 5e secondaire, j'avais déjà 3 enfants. En 5e secondaire, je vais avoir mon 4e enfant, ma fille unique. Et alors, ce qui était étonnant pour le professeur, j'ai quitté l'école pendant une semaine pour aller accoucher. Et puis après une semaine, je suis revenue au cours. Waouh! Et comme on avait comme professeur enseignant là-bas, c'était des blancs, vous pouvez... Mais comment? La grossesse, c'était une maladie pour eux, quoi. Et vous leur avez dit, c'est pas une maladie? C'est pas une maladie. Hein? Je leur fait rire même pour dire, vous savez, dans nos villages, quand une femme veut pousser à l'accouchement, elle va aller puiser l'eau là, très loin, et après ça, elle vient à la couche. Voilà, bref, c'était ça. Bon, alors, vous terminez vos 6 ans d'humanité. Vous faites quoi par la suite? Je travaille pendant une année. Comme professeur de humanités? Non, je travaillais à la pharmacie Gécamine. Comme j'avais fait les humanités, biochimie, hein, j'ai travaillé à la pharmacie de la Gécamine pendant une année. Et puis après, je me suis dit, non, je dois rentrer, je dois continuer mes études universitaires. Et comment vous avez fait? Bon, c'est là que ça a créé des problèmes dans mon foyer. Donc, j'ai préféré aller aux études. Quel est le problème? Racontez-nous. Votre mari vous demande de choisir entre les études et le mariage. Vous avez choisi les études.
Oui, j'ai choisi les études. Maman. Avec, vous savez, j'avais mal. J'étais très malheureuse, mais je devais le faire. Ma fille n'avait que 2 ans. Mon unique fille. Et vous choisissez les études. Voilà. Alors que les parents ont mangé la dot, pour parler vulgairement. Oui. C'est une décision Oui. grave. Et quelle a été la réaction des parents? Oh, mon père, je porte son nom. Et entêtait la Niaye ou maman. C'est comme ça qu'il m'appelait parce que je portais le nom de sa mère. Mon père a fait 2 ans, il ne me parlait plus à cause de cette décision. Et ça ne m'a pas arrêté. Vous êtes allé à l'université. Je suis allée à l'université et comme moi, j'avais comme modèle Marie Curie et que je voulais faire la chimie, cette dame avec 2 prix Nobel en chimie et en physique, c'est elle qui était mon modèle. Donc, je me projetais à travers cette femme. Et c'est comme ça que j'ai voulu faire la chimie en Polytechnique. Mais après la prépo, les 2 années de graduat, il y a un collègue aîné, Balikwish Martin, qui m'a dit, mais écoute, il y a déjà Anto Kibonge, c'est elle la première femme ingénieure civile au Congo. Elle était chimiste, elle suivait l'option chimie. Pourquoi ne fais-tu pas la métallurgie? La métallurgie, après tout, c'est l'application de la chimie. J'ai dit, mais tiens, vous avez raison. Et c'est comme ça que j'ai choisi l'option métallurgique. Et à ce moment-là, à cette époque, il y avait combien de filles autour de vous, à part celle dont vous venez de parler? On avait commencé avec ma collègue qui était une sœur pour moi, Brigitte Moma. Malheureusement, elle est morte, elle est décédée, paix à son âme. On était partout ensemble. Bon, je crois que c'est en 2e année qu'elle a dû refaire 1 année. Et vous, vous êtes passé? Et moi, je suis partie. Elle a terminé 1 année après moi. Moi, j'ai terminé 1 année ou 2 ans après Anto. On l'appelait Anto, Anto Kibonge. C'est elle la première femme ingénieure civile du Congo. Et moi, je suis sortie la première femme ingénieure métallurgiste du Congo. Oh là! Nous sommes en quelle année? Année 79-80, année académique 79-80. Très bien. Bon, vous terminez, bien entendu, c'est la GECAMIN qui vous appelle. Il n'y avait pas d'autres entreprises. Même là, il y a eu des problèmes. Quel problème encore? Je mets entre parenthèses. J'ai pu travailler à la GECAMIN grâce au professeur Vundwawi Tepemako. Parce que c'est lui qui avait signé mon diplôme. Alors, il racontait partout, il était fier de signer le diplôme de la première femme ingénieure civile métallurgiste du Congo. Alors, quand il y a eu des complications à la GECAMIN, je suis venu ici à Kinshasa grâce au professeur Ndaïwel. Je cite toujours tous ces gens parce que je leur dois beaucoup. Oui. Oui. Qui me dit, mais écoute, viens voir le professeur. Le professeur était en ce moment-là premier vice-président, je crois, du MPR. Et c'est comme ça que je le verrai. Il va faire une recommandation politique. Et je suis rentré à la GECAMIN. Et quand vous entrez à la GECAMIN, métallurgiste, mais on vous affecte où? On m'affecte au département de documentation. Donc là, les collègues qui étaient
dans les mines, dans les entreprises, oui. Voilà, avait besoin de la documentation. Donc moi, je devais faire des recherches pour eux, leur trouver la documentation nécessaire, des articles nécessaires et leur envoyer ça. Ah non, ça ne peut pas arranger l'OT-État, ça. Et qu'est-ce que vous avez fait pour vous sortir Après de là? un temps là, j'ai dit, mais là, ça devient de la blague. Il y avait M. Demer, Oui, qui était PDG. PDG de la GECAMINE. Voilà. Et il y avait Agnès Kilome, elle est Agnès comme moi. Et une autre amie dont j'oublie le nom, au secrétariat de la direction générale. Je leur ai dit, je vais voir M. Demer. Ils m'ont fixé rendez-vous, je suis allé voir M. Demer. Et quand je vois M. Demer, je lui dis, moi je ne comprends pas. Mes collègues avec qui j'ai fait la Polytechnique sont à l'exploitation. Et moi, qu'est-ce que je fais dans un bureau? Je voudrais également aller à l'exploitation comme mes collègues hommes. Alors, pauvre papa, David Moutamba était directeur technique en ce moment-là. Et il m'envoie chez lui. Celui-là, on se connaissait très bien. Ah, encore vous, une parenthèse. Quand je suis engagé à la GECAMINE, on m'avait donné une maison hors de la cité. Et les collègues m'ont dit, voilà une telle maison qui a été libérée. Je vais voir papa David qui me dit, mais ça c'est toi. Ces maisons-là sont destinées aux ingénieurs. Alors moi, je regarde papa David Moutamba dans les yeux, je lui dis, papa David, je suis ingénieur civil métallurgiste. J'ai terminé à la même faculté que vous avez terminé. Donc j'ai droit à cette maison-là. Ça, c'est une parenthèse. Tout à fait. Donc, bref, voilà, papa David me dit, je te connais, mais je préfère t'affecter au concentrateur de Kipouche. Ce concentrateur-là, c'est le plus vieux concentrateur de la GECAMINE. Tu vas y apprendre beaucoup de choses. Et je n'ai pas eu à les regretter. C'était un bon choix pour moi. C'est comme ça que je suis allé au concentrateur de Kipouche. Revenons un peu, faisons marche arrière. Vous terminez avec quelle cote? Ah, là encore, c'est un autre problème. Nous, en Polytechnique, c'était la seule faculté où on défendait les mémoires. Hein, on appelle ça les travaux de fin d'études. Et j'ai défendu mon travail de fin d'études avec acclamation de jury. J'ai Monsieur Kabangu Albert, qui était en ce moment-là assistant et qui nous avait préparé avec d'autres collègues pour la défense. Je me retrouve sur mon diplôme avec 60%. C'est pas possible. Alors, j'ai dit, mais c'est quoi ça? On ne regardait même pas mes côtes. On ne voyait que la femme que j'étais. C'était ça le problème. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Mais ce n'était pas n'importe quelle femme, hein, parce que c'était Agnès Loteta Dimanja, qui me rappelle ce que l'histoire de notre pays. Continuez. Et donc, vous allez à Kipouchi. Ce n'était pas la première fois. Hein? C'est pourquoi, quand je parle de tout ça, ce n'est pas pour me vanter. C'est que je voudrais, et que nos filles aujourd'hui, qui sont mes petits-enfants, ce ne sont plus mes filles, ce sont mes petits-enfants, comprennent qu'une femme doit se battre dans la vie, qu'une femme doit avoir confiance en elle-même, comme disent les Américains, les self-confidence. Hein? Croire en toi. Parce que là, ça n'a pas été facile du tout. Ah oui. Et ce n'était pas la première fois que j'étais victime d'une telle injustice. Vous pouvez vous imaginer, en plein examen, le professeur arrive,
il dit à l'étudiant devant vous de quitter. À celui qui est à votre gauche, à votre droite et derrière vous, de quitter. Et on vous isole là-bas. Vous Pourquoi? comprenez ce que ça fait psychologiquement? Pourquoi on vous isole? Parce que j'étais une femme et que je n'étais pas capable de pouvoir faire mes examens seule. Vous devez avoir des copions ou quelqu'un pour vous soutenir. Exactement. Une fois, j'ai dû me déshabiller en plein auditoire. Hein? Et c'était mes collègues qui racontaient tout ça. Que vous copiez. J'avais des copions dans les pagnes. Et alors je me suis levée, j'ai dénoué le premier pagne que j'ai secoué. J'ai dénoué le deuxième pagne que j'ai secoué. Et alors, à l'avenir, qu'est-ce qui s'est passé? Je me mettais moi-même devant, au premier banc, devant le professeur. Et je chassais tous mes collègues qui voulaient être autour de moi. Je disais non, 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 non. Hein? Parce que là, c'est psychologiquement... Oui, ça vous blesse. Voilà. Ça laisse des traces. Voilà. Et autre histoire encore. On avait des professeurs visiteurs. C'était un cours de sidérurgie. Et le professeur est venu, il a donné son cours, il est parti. Et puis après, il a envoyé son examen. Nous l'avions passé. Un des professeurs, comme à ce moment-là, on n'avait que des professeurs belges, de vieux qui venaient. Et il est revenu avec nos cotes. Chaque étudiant passait, il lui donnait son cote. Moi, j'arrive, il me dit, vous, en tout cas, si vous n'avez pas la plus mauvaise cote, vous avez la meilleure cote. Et comme vous ne pouvez pas avoir la meilleure cote, vous avez la plus mauvaise cote. J'ai dit, ok, professeur, je peux avoir ma mauvaise cote. Et quand il ouvre comme ça, j'avais la meilleure cote. Donc, pour eux, les filles, c'est quelque chose. Hein. On en a vu, on a subi, on en a vu de toutes les couleurs. Et c'est ce même professeur qui deviendra mon directeur de travail de fin d'études, oui, M. Pierre-Louis. Parce qu'il était tout en admiration devant ces cotes qui étaient extraordinaires. Exactement. C'était combien? 19 18. 18 sur 20. Voilà. Extraordinaire. Bon, continuons. Vous allez au concentrateur de Kipushi, le tout premier que je n'ai pas visité moi. Le plus vieux concentrateur. Oui. Et là, aventurière que je suis descendue au puits 1. Pour les anciens de Kipushi, ils savent ce que c'était le puits 1. Oui. Hein? Et puis, j'allais souvent aussi, comme j'étais chargé du contrôle des produits, j'allais aussi dans le puits 4. Le puits 4, c'était le nouveau puits où on sortait les minéraux. Voilà. Donc... Vous n'avez pas regretté le fait d'avoir été d'abord au puits 1, parce que ça vous a permis de connaître les réalités véritablement de la gécamine dans les entrailles de la terre. Le puits 1, donc vous rampez. Vous rampez dans le puits 1. Avec des pagnes ou là vous avez un pantalon ou comment? Ah oui, j'étais toujours en pantalon. Oui, les vieux pantalons de la gécamine. J'étais toujours en salopette. Hein? Et c'est après ça que et puis le voyage que j'avais effectué aux États-Unis avec la bourse de voyage des Américains, là. Quand j'ai vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec les femmes, je suis revenu. J'ai commencé à organiser les femmes des cadres. D'abord, j'ai organisé leur visite dans les installations gécamines pour qu'elles puissent comprendre leur mari, voir dans quelles conditions leur mari travaille. Après ça, j'ai organisé des équipes de basketball pour ces femmes-là. Alors, les collègues, les autres chefs de service me disent, vous là, vous voulez dévergonder nos femmes.
nos femmes vont porter des culottes pour faire des sports. Je dis non, elles ne porteront pas de culottes. Je suis allée au foyer Gécamine. J'ai expliqué à la sœur qui était là chargée du foyer. On a fait des pantalons kimono, à moitié, et puis des kimonos avec ceinture pour ces femmes-là. Après ça, c'était mes collègues qui poussaient maintenant leurs femmes à faire le sport. Parce qu'elles étaient détendues à la maison et tout. Hein? Ça s'était propagé sur toute la Gécamine, faire visiter les installations Gécamine aux femmes des agents cadres. Là, nous sommes en quelle année? Nous sommes dans les années 87-88, je crois. Et vous terminez votre carrière comment à la Gécamine? Ah non, là, c'était à cause de ce qui est arrivé. Hein. Le problème politique. Mais après ça, ok, j'ai eu tellement de problèmes. Le PDG, tout le monde devait y passer. Et comme j'étais catégorique, j'avais déjà mes enfants, et des garçons surtout. Donc, du jour au lendemain, on m'envoyait n'importe où. Je suis partie de Kipushi. Du jour au lendemain, au concentrateur de Kamoto. Le concentrateur de Kamoto, je crois, est à 15 km de la ville. Oui. Je n'avais pas de véhicule, je n'avais rien. Alors, comment vous rendre au service? Il y avait des collègues qui me prenaient. Mais tout ça pourquoi? Tout ça pour vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous êtes femme? Parce que j'étais femme. Parce que j'étais femme. Et il y a eu un incident au concentrateur de Kamoto. Au concentrateur de Kipushi, j'avais travaillé pendant... J'étais chef de... Nous, les ingénieurs civils, on était engagés comme chef de service déjà. Donc, après le temps passé au concentrateur de Kamoto, j'arrive là-bas. J'avais accepté de faire les 3 mois d'essai. Mais le directeur du concentrateur, ah non, lui voulait me faire refaire maintenant, comme un stage, comme un jeune ingénieur qui vient d'être engagé. Ah non. C'est là que j'avais, la première fois que j'ai perdu vraiment le contrôle de moi. Et il y avait M. Walla, mon frère Walla, paix à son âme, qui était le directeur du groupe de l'Ouest là. Il est venu, et alors, en ce moment, quand on lui dit ça, il m'appelle, je lui dis, je ne le ferai pas. S'il faut que je démissionne, je vais démissionner. Mais recommencer encore comme un jeune, comme un nouvel engagé, non, je ne le ferai pas. Et j'ai quitté la réunion comme on est assis ici. Je suis sorti, j'ai pris mes clics et mes claques. J'ai commencé à marcher du concentrateur. 15 km. Alors, j'arrive quelque part, M. Walla était là dans sa voiture de direction, il s'arrête. Alors il me dit, comme vous le dites là, têtu, allez viens, entre dans la voiture. C'était un têtu là, M. Walla. Et c'est comme ça que l'aventure de Gécamine s'est terminée. Oui. L'aventure ne s'est pas terminée, mais il a dit au directeur de garder mes fonctions. Parce que je ne pouvais pas recommencer comme un jeune engagé. Oui. Et alors, comment je suis maintenant, après ça, revenu à Lubumbashi? Et là, je ne sais pas si Maman Hubertine vit encore Mbungu. Oui. Elle vit encore. Mbungu vit encore. Elle est venue avec un groupe de femmes, de responsables politiques, pour visiter les installations Gécamine. Et les ordres viennent de la direction que moi, je devais les conduire sur les installations. Et c'est comme ça que j'ai fait le tour des installations Gécamine avec elle.
Je crois que si vous regardez dans les archives de la RTNC, on trouvera ces documentaires-là. Les archives n'existent quasiment plus. Voilà. Et alors, quand ils ont compris tout le mal que j'avais, hein, à faire les 30 kilomètres par jour pour arriver au concentrateur, ils ont vu dans quelles conditions j'ai travaillé. Ils ont reporté ça à la direction et c'est comme ça qu'on va me sortir de là pour me mettre à la direction technique à Lubumbashi, au département de gestion et programmation et gestion des programmes. Et là, vous avez un peu soufflé quand même. Ouf. Non, c'est pas croyable. Bon, moi je voudrais savoir, je crois les téléspectateurs aussi, dans tout ça, vous étiez une femme, belle femme, maquillage et tout. Moi j'avais oublié le maquillage depuis les études. Pourquoi? Mais quand est-ce que vous allez vous maquiller? Vous avez des travaux pratiques, vous avez des cours, hein, à étudier. Hein? Quand est-ce que vous allez trouver le temps de vous maquiller? Et me maquiller pour mettre mon casque sur le maquillage? J'ai oublié de vous raconter encore des aventures à Kipushi. Je suis dans mon bureau, je vois un ouvrier en salopette et tout qui entre. J'ai dit oui, prenez la chaise, comment je peux vous aider? Il me dit, je suis venu pour vous demander un mariage. Et là? Vous savez, je ne me suis pas ouvrier. fâché. Un ouvrier. Qui vient voir une son femme chef de service pour lui demander un mariage. Parce que j'étais une femme. J'ai ouvert la porte et je lui ai dit, monsieur, sortez. Sortez de mon bureau. Heureusement, il est sorti calmement. Un autre fait toujours à Kipushi. Monsieur, il fait des gaffes. Je l'engueule. Vous savez ce qu'il me dit? Vous ne pouvez pas m'engueuler comme ça. J'ai une femme comme toi à la maison. Ne m'engueulez pas comme ça. Je lui dis, monsieur, à partir de maintenant, 3 jours de mise à pied, va auprès de la femme que vous avez à la maison et va travailler avec elle. Ici, vous n'avez pas affaire à une femme, vous avez affaire à un ingénieur, hein, chef de service, et qui vous dirige. Eh bien, ça c'est quelque chose. On va quand même essayer de sauter un peu pour constater que à un certain moment, le pays vous fatigue un peu et la politique aussi. Vous décidez de le quitter. Dans quelles circonstances? Vous savez, quand j'ai quitté Lubumbashi, je suis arrivé ici. J'ai cherché du travail pendant presque 6 ans. Et partout, on me disait de faire partie d'un parti politique pour que je puisse trouver du travail. J'ai dit non. Je ne peux pas me régner. J'ai usé mes pagnes pendant 6 ans sur le banc de la faculté polytechnique. Et aujourd'hui, là où j'ai appris que 1 + 1 = 2, aujourd'hui, vous voulez me dire que je dois croire que 1 + 1 = 4? Non, ça, ce n'est pas moi ça. Je ne peux pas me régner. Je vous dis, je fais... Même quand j'avais été nommé ministre, et je me rappelle encore, j'avais organisé le premier congrès national des femmes ingénieures et scientifiques ici à Kinshasa. Ça a duré pendant 1 semaine. Et à la fin de chaque journée, vous veniez m'interviewer. Tout à fait. Pour me demander le contenu des travaux du jour. Et je faisais un résumé avec vous. Après ça, quand j'ai compris que ça n'allait pas, j'avais connu l'ancien président, paix à son âme, Lissouba. Pascal Lissouba, à l'UNESCO.
Hein? Parce qu'entre-temps, vous avez effectué plusieurs missions à travers... Exactement. Au sein du Congrès international des femmes ingénieures et scientifiques, on avait organisé le 7e congrès à Abidjan. Et on est allé là-bas, même avec un groupe de mes collègues ingénieurs techniciens. On a élu l'Ivoirienne présidente mondiale. Et moi, je l'ai remplacée comme présidente de la zone Afrique francophone. Et là, l'UNESCO était là. Et l'UNESCO m'avait pris comme consultante. Et il m'avait chargé du programme de l'intégration de la femme africaine dans le domaine de la science et de la technologie. Très bien. C'est comme ça que j'ai parcouru pratiquement, pas seulement l'Afrique francophone. Tous les continents. Voilà. Mon dernier voyage, c'était avec une collègue ingénieure technicienne, Madame Néline Zumba, au Japon, à Tokyo, au Japon. Hein? Donc, de là, j'ai eu beaucoup de relations. Vous assure, alors, l'ancien président de la République. Et voilà. Oui. Donc, quand j'ai vu que je ne pouvais pas travailler ici, je suis allé à l'ambassade de Brazza. J'ai expliqué à cet ambassadeur que le président Lissouba, je le connais, parce que lors je devais représenter l'UNESCO à Nairobi. Il y avait un congrès sur la science et technologie à Nairobi. Donc, j'étais parti là-bas. Et c'est lui qui était le coordinateur de l'UNESCO là-bas. Donc, pendant une semaine que j'étais là, j'allais manger chez lui. Hein? Donc, on se connaissait. J'ai dit, est-ce que vous ne pouvez pas me demander une audience auprès du président? Le président n'a pas refusé, il a accepté. Et le même jour où je vais pour rencontrer le président, c'est Juliana Lumumba qui m'appelle, ma petite sœur là, pour me dire, il y a Agnès Zonga na Yoawa. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit au revoir à mes enfants, à mes petits-enfants. C'est une question de vie et de mort, me dira-t-elle. Waouh! Mais j'ai rendez-vous avec le président. Non, Zongao. Quand je rentre sur leur résidence là, sur le boulevard, je la vois. Elle me dit, Agnès, félicitations, tu es nommé ministre. Vous savez, je me suis assis par terre. Juliana, j'ai trimé ici pendant autant d'années. Je n'ai pas trouvé du travail. Pendant que le président congolais veut m'offrir du travail, vous me faites revenir pour me raconter ça. Qui, moi, je connais dans la politique pour qu'on me nomme ministre. Ministre de quoi? Travaux publics, aménagement du territoire, urbanisme et habitat. J'avais 4 ministères. De quel gouvernement? Le dernier gouvernement de Mobutu avec le général Likulia. C'était nos émissions, dans nos émissions là avec vous, on avait dit, voilà, on cherche une femme en politique. Oui, je me souviens. Et d'ailleurs, dans ce gouvernement, vous n'avez même pas touché un rond. Hein. Vous avez travaillé pour rien. Absolument rien, parce que tout était pour les efforts de guerre. Jusqu'aujourd'hui, même les indemnités de sortie, je ne les ai jamais touchées. Vous savez que c'est maintenant que tout ça me revient. Ah, le monde est petit. Oui, et la suite? Bon, ce gouvernement n'a duré que l'espace d'un mois, je crois. Hein. Un mois et demi. Un mois et demi. Et puis j'étais pratiquement l'unique ministre qui avait fait la remise-reprise. Tout le monde a fui. Moi, je ne vois pas pourquoi je devais fuir. Hein. J'ai servi mon pays, c'est tout. Hein. Et malgré cela, on a refusé de me payer mes indemnités de sortie. Et tout ça, vous êtes dit, il faut quitter le pays, aller voir ailleurs. Ah oui. Non, trop, c'était trop. Et la politique en ce moment-là, alors, vous savez, avec mon franc-parler ici, je risquais de finir en prison. Et ce sont mes enfants qui m'ont dit, maman, pars, tu dois quitter ce pays. Et je suis parti. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Une autre aventure. Une autre aventure. Vous êtes véritablement une aventurière. Oh. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens.
Vous arrivez aux États-Unis, ne connaissant pas l'anglais, vous vous débrouillez comment? Et d'ailleurs, il faut des démarches pour partir, il faut le visa. Oui, là, je suis partie par le Lions Club. Ah. On avait un congrès de Lions Club là-bas. Vous êtes resté là-bas. Voilà, je suis restée là-bas. Je n'étais pas la seule, hein. Il y en a beaucoup même qui ont fait sortir leurs enfants. Oui, je connais même des amis qui ont travaillé avec moi à la RTNC, Mati Kaloubi et tous ces mondes-là. Bon, alors vous vous organisez comme ça, vous restez, bah oui, mais il faut travailler, il faut vivre, il faut manger. Exactement. Tout au début, là, moi, comme je suis catholique, j'ai habité chez des amis et puis après, bon, je suis allé voir les prêtres à qui j'ai expliqué. Ils m'ont trouvé un logement. Pendant que j'entreprenais mes démarches, quoi. Et à une réunion, de Catholic Charity, une organisation qui aidait les réfugiés, moi, je leur ai fait comprendre que, vous savez, certains d'entre nous ici, nous avons un background, hein? Nous avons des diplômes et tout. Mais ce que vous nous proposez comme travail là... Balayer. Ça ne peut pas aller. Nous occuper des vieux. Alors, ils m'ont dit, c'est que on peut vous aider, madame, en faisant l'équivalence de votre diplôme. J'ai dit, de quoi vous avez besoin? Ils m'ont dit, nous avons besoin de crédits. Donc, chaque année, vous avez fait 6 années en Polytechnique. Nous avons besoin de voir les cotes de chaque année. J'ai dit, ok, pas de problème. Il y avait un collègue qui était 2 ans avant moi, comme doyen de la faculté Polytechnique. Je l'ai cherché, je lui ai expliqué ça. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il a envoyé. Comme on dit, l'ignorance tue. L'enveloppe arrive aux États-Unis. Je l'ouvre. Et puis, j'amène à ces gens. Ils m'ont dit, non, 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 non. Vous devez nous amener l'enveloppe avec le cachet Congo, Poste du Congo et le cachet de la Poste des États-Unis. Vous n'avez pas à ouvrir. Je rappelle Madi Mungo. Et il me renvoie une deuxième fois. Je les ramène ça. Et c'est comme ça qu'ils ont fait l'équivalence. Ils ont regardé chaque année quels sont les cours que j'avais eu. Et quelle cote vous avez? J'avais eu. Hein? C'est comme ça qu'ils me donneraient un titre de bachelor en sciences et technologies. Bachelor en sciences et technologies. Voilà. Traduction congolaise, ça veut dire quoi? C'était l'équivalence, évidemment, parce que le système des études, on doit revoir le système des études ici chez nous. Aux États-Unis, pour sortir ingénieur civil, tu fais 3 ans. Et tu peux compléter 2 années, tu as la maîtrise. Et tu complètes 3 années, tu as le doctorat. Donc, l'équivalence qu'on m'avait donnée, c'était comme une maîtrise, quoi. Hein? Donc, c'est comme ça, en arrivant, j'ai compris, aux États-Unis, sans des notions d'informatique, tu ne peux rien faire. Donc, j'ai commencé, en même temps que je prenais cours d'anglais, en même temps, je prenais des cours d'informatique. Hein? Et c'est comme ça, j'ai eu mon certificat en informatique à l'université. Voilà que j'oublie, je vais me rappeler. Hein? Et j'ai eu mon certificat en informatique. C'est à partir de là que j'ai commencé à chercher à Columbia University. J'ai eu mon certificat, oui, en informatique. C'est comme ça, et comme moi je ne voulais pas me déplacer de New York, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher du travail. Mais ce qui est bien là-bas, et qu'il y a des structures gouvernementales qui vous aident à trouver du travail. Ces structures-là sont en contact avec les différentes entreprises. Vous allez là-bas. On va vous former d'abord pour l'interview. Oh, je vous assure, la culture européenne. Oui. Quand tu es devant un chef, tu dois t'incliner. Là-bas, non.
tu dois regarder le chef dans les yeux. Et c'est comme ça, ils m'ont aidé à faire... Attendez, on va terminer. Mais bon, vous avez fait combien d'années pour apprendre l'anglais? Parce que on va à l'interview déjà. J'avais 2 cours d'anglais par jour, plus mon cours d'informatique. Si je vous dis, moi, je me considère comme une miraculeuse de Dieu. Ce que j'ai accompli, ce n'est pas croyable. Hein? 2 cours d'anglais et le cours d'informatique le soir. Et c'est comme ça. Et vous m'avez dit avant de monter sur ce plateau, vous avez commencé à donner cours d'informatique à un certain nombre de... J'avais commencé dans une entreprise, ok, au département d'informatique. Et j'ai beaucoup appris de cette entreprise-là. Concernant. Vous savez, avec cette entreprise, je suis rentré encore au cours d'entrepreneuriat. J'ai fait encore une année de cours du soir d'entrepreneuriat, vu ce que j'ai vécu dans cette entreprise. Bref, après, hein, j'ai commencé... Hein, l'entreprise avec ce qui est arrivé en 2007-2008, la crise qui a... Voilà. Et nous, on travaillait avec ce fameux monsieur-là. Allez! Et oui, hein, ce monsieur-là a escroqué l'entreprise, quelque chose d'incroyable. Oui, bah, allons-y, parce que pratiquement l'émission est terminée, mais vous êtes tellement intéressante que je voudrais, pour une fois, ma vie, demander quelques minutes pour qu'on termine. Vous m'avez dit que vous avez, à un certain moment, commencé à donner cours d'informatique. Effectivement, quand l'entreprise a fermé, est tombée en faillite, je suis allé parce qu'il y a un département, le Department for the Aging, le département pour les vieux. Oui. Vous allez là-bas. À partir de 50 ans, ils vont vous trouver du travail. Et c'est comme ça qu'ils m'ont trouvé dans une structure encore du gouvernement pour aider les gens. Hein. Comme je l'ai dit ici, il faut connaître l'informatique. Tu ne peux pas être engagé. Oui. Aider les gens à maîtriser l'informatique. L'informatique, hein, surtout les Microsoft. Hein, et à les aider également à faire leur, vous appelez ici les CV, là-bas nous appelons résumé. Donc ces gens viennent avec leur histoire, vous leur apprenez comment, là-bas le résumé, le CV c'est sur une page, pas 2 pages, personne ne le regardera. Et c'est comme ça que j'ai travaillé jusqu'à arrêter. Très intéressant, mais l'anglais que vous parliez, il était truffé de swahili, de tétela. Oh, mon anglais. Quand on me faisait remarquer l'accent anglais, je parlais mon anglais avec accent swahili, accent chiluba, accent tétela. Je leur disais, vous là, est-ce que vous parlez français? Moi au moins, je viens chez vous et je fais un effort pour parler anglais. Et puis entre nous, est-ce que vous parlez anglais? Vous parlez américain. Voilà. L'anglais est parlé en Grande-Bretagne. Hein? Et ensuite, l'accent des New-Yorkais est différent de l'accent des Californiens. Oui. Voilà. Chaque État a son accent. Très bien. Donc, là n'est pas le problème. Hein? Extraordinaire. Cette histoire, j'ai voulu que vous la racontiez, surtout à nos filles et à leurs parents, pour dire à nos filles qu'il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut avoir confiance en vous. Et cette confiance en vous peut vous mener très loin. Très loin. Madame Agnès Loteta Dimanja, je voudrais vous remercier au nom de tous ceux qui vont apprécier cette émission. Vous voulez? Oui, le mot de la fin. Je voudrais, en dernier lieu, remercier le président de la République pour la nomination d'une femme comme première ministre. Ça, c'est l'aboutissement de notre lutte. Très bien. Oui, vous venez de le démontrer. C'est l'aboutissement. Nous avons été parmi les pionnières. On a enduré ce qu'on a enduré pour la promotion de la femme. Et aujourd'hui, le président reconnaît la valeur de la femme et nomme une femme comme première ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, et Madame. À la première ministre, félicitations. Et courage. Et courage. Nous serons toujours là
pour l'encourager. Merci Madame Agnès Loteta Dimandja. Franchement, belle histoire qui se termine de la manière la plus lumineuse parce que effectivement vous constatez que les efforts que vous avez effectués, que vous avez fournis viennent d'aboutir. Courage et merci. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette histoire vous a plu, j'en suis sûr. Ça va vous servir d'exemple, vous, les filles, vous, les garçons, vous, les parents. Vous avez de quoi raconter à vos filles, à vos enfants. Toujours, toujours aller de l'avant. Au revoir.